Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Système. Alors je sais, mon introduction aujourd'hui est un peu molle, mais je me suis réveillée groggy, je me suis réveillée comme si la veille j'étais passée sous un train. Puisqu'en allumant mon téléphone ce matin, je découvre que le gouvernement nous a balancé un énième 49.3. Encore un 49.3, on commence à se poser des questions. Il faut savoir que les Outre-mer se sont réveillés en janvier de cette année avec un non-lieu. Et on se rend compte en fait qu'entre les non-lieux, les 49.3, il y a comme une volonté de faire passer les choses en force. Et on se rend compte aussi que le gouvernement a décidé de prendre les Outre-mer, comme d'habitude, comme essai, comme apprentissage pour faire passer les choses en force. Voilà, donc cet énième 49.3 m'a inspiré cet épisode, mais surtout j'aimerais qu'on puisse regarder, analyser et étudier ensemble la genèse du 49.3. Alors asseyez-vous, prenez un petit café et c'est parti. Alors j'espère que vous êtes tous et toutes bien installés avec votre petit café. Et aujourd'hui, voilà, on va commencer l'épisode en parlant des non-lieux. Les non-lieux qu'on a subis en Guadeloupe depuis le début de l'année. D'accord. Et on va commencer par le non-lieu sur le chlordécone. Donc l'année 2023 commence en Guadeloupe avec cette annonce qui crée un tollé au sein de la population, mais il n'y a pas de soulèvement populaire à ce moment-là, puisque le gouvernement a réussi à inhiber tout soulèvement populaire, toute action pouvant relever toute action contradictoire à leur décision. Donc là, on se retrouve en Guadeloupe avec un empoisonnement, avec des cancers plus élevés qu'ailleurs, comme vous le savez, avec des troubles neurologiques, une population qui ne peut plus faire naître d'enfants en bonne santé, puisque la majorité des enfants en Guadeloupe aujourd'hui naissent avec des troubles neurologiques liés à cet empoisonnement à la molécule de chlordécone. Et donc, le mois de janvier se passe comme ça, et on sent un mécontentement, il n'y a pas de soulèvement populaire, mais tout le monde est outré. Tout le monde est outré, puisque tout le monde, on se sent blessé dans notre âme et conscience, dans notre chair, et on se demande comment la suite se passera au sein de nos familles et auprès de nos amis. Qui on va encore enterrer ? En gros, c'est ça. Qui on va encore enterrer avec une île où l'hôpital est clairement défaillant ? Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Février 2023, si vous avez suivi l'affaire Clodo, alors Claude Jean-Pierre, c'est un retraité qui se fait contrôler à Déhay, dans sa ville natale, par deux gendarmes, Fatia et Christophe. Donc Fatia est la fille de Claude Jean-Pierre, Christophe est son gendre, se battent depuis maintenant 2 ans pour faire éclater la vérité. Alors pour faire éclater la vérité, c'est un bien grand mot, puisque à ce stade, ils essayent de faire accepter la vérité par leurs détracteurs. Pourquoi ? Claude Jean-Pierre se fait sortir de sa voiture assez violemment, il a les vertèbres cassées, il passe quelques jours à l'hôpital et décède des suites de ses blessures. Donc c'est clairement un contrôle de gendarmerie qui tourne mal, mais ce que n'avaient pas prévu les gendarmes et le procureur Xavier Sicot, qui est sur cette affaire, qui est aussi procureur de Basse-Terre, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y a une vidéo, la vidéo de la ville, qui a pu filmer l'ensemble du contrôle de police. Donc depuis 2 ans, Fatia et Christophe clament leur innocence, mais surtout gardent confiance en la justice et se disent de toute façon, peu importe la tournure que ça prendra, il y a une vidéo, il y a une preuve visuelle, voilà. Donc il n'y aura pas de quoi réfuter cette preuve. Eh ben non, parce que sous les tropiques, sous le soleil, en Guadeloupe, la République ne fonctionne pas de la même manière. Voilà. Sur le territoire national, on nous pond des 49.3 en rafale. En Guadeloupe, on sait très bien que l'Assemblée nationale, les questions ultramarines sont sous-représentées, ne sont pas prises au sérieux. Et en général, on relègue toujours l'outre-mer au second plan, ou alors on met la pile des dossiers d'outre-mer sous la pile. Voilà, exactement, sous la pile des dossiers. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, au mois de février, c'est que le procureur Xavier Sicot
lance son réquisitoire et demande un non-lieu. Voilà, et demande un non-lieu sur l'affaire Claude Jean-Pierre et estime qu'il ne s'est rien passé, que Claude Jean-Pierre, je sais pas, il a dû être sorti de son véhicule violemment par une entité, par un esprit, mais certainement pas par les gendarmes. La population se soulève, puisque la population suit cette affaire depuis pas mal de temps maintenant. Alors se soulève, il n'y a pas eu de soulèvement comme on a pu le voir ces derniers jours à Paris. Mais en tout cas, Fathia et Christophe décident de se rendre en Guadeloupe et d'organiser des manifestations, des conférences, faire des prises de parole. Et la conférence de presse qui a été réalisée lors de leur passage en Guadeloupe il y a quelques jours maintenant, a été très éloquente, puisque dans le public, une question très intéressante avait été posée au collectif d'avocats défendant la famille de Claude Jean-Pierre. Il faut savoir que les gendarmes ont été mis sous le statut de témoin assisté, et ce statut de témoin assisté pose question, puisqu'un témoin assisté a assisté aux faits, comme indique le terme, mais ce témoin assisté ne sera jamais inquiété. Voilà, il ne va pas témoigner sous serment s'il y a procès. Voilà, ce qui veut dire que les gendarmes auraient pu être mis en examen au regard de la vidéo qu'il y avait dans cette affaire, mais non, ça que nenni. Le procureur Xavier Sicot a décidé que cette vidéo n'était pas une pièce importante au dossier. S'ensuit un combat pour rendre l'affaire politique, et Fathia et Christophe ont réussi à le faire grâce au soutien des élus locaux. Des communiqués de presse sont rédigés. Harry Roselmack prend la parole sur le sujet. Donc le sujet commence à devenir national. Et là, le procureur sort de sa réserve en disant « J'ai fait ce réquisitoire de non-lieu. Je souhaite qu'on prononce un non-lieu sur cette affaire plutôt. » Parce que c'est de la faute du juge. C'est lui qui leur a donné ce statut de témoin assisté. C'est pas moi. C'est le juge qui n'a pas, c'est le juge qui n'a pas mis en examen les gendarmes. Donc que voulez-vous que je fasse d'autre que de prononcer un non-lieu ? Non. Cher procureur, quand même, on est quand même c'est de la justice, et là on est clairement sur quelque chose d'injuste. Donc non, nous, ce que le peuple attend, donc l'affaire Clodo devient une affaire aujourd'hui politique, populaire. On a tous un Clodo dans notre famille, on a tous un parent, un retraité qui vit sa vie tranquillement chez lui et qui coule ses derniers jours, qui vit ses derniers jours sur son île. Voilà. Et puis comment pouvoir devenir violent avec un retraité de 67 ans ? Enfin, bon. Voilà. Donc là, la Guadeloupe se réveille avec ce deuxième non-lieu jusqu'au mois de mars. Alors, vous voyez, tous les mois, il y a un événement sur l'actualité à la fois politique et judiciaire, jusqu'à ce qu'au mois de mars, ce fameux 49.3 arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale. Entre-temps, vous avez certainement suivi tous les débats où on a le ministre du Travail qui s'énerve à bout de nerfs parce qu'il sait très bien que sa réforme ne sera pas validée et ne sera pas acceptée par le peuple. Et donc, on voit qu'au cours de ce mois de mars, les esprits s'échauffent. Alors je reviens quand même sur une autre affaire de justice qui est rocambolesque, c'est l'affaire des grands frères, où en 2021, fin novembre 2021, pour ceux qui sont au courant et qui ont suivi un peu l'actualité en Guadeloupe, on a un soulèvement populaire et on cherche des boucs émissaires pour justifier en fait que le soulèvement populaire de novembre 2021, n'était pas populaire, mais était organisé par une bande mafieuse. Voilà. Ça, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc là, la question, après tout ça, après vous avoir expliqué tout ça, la vraie question, c'est de savoir, mais à quel moment est-ce que Emmanuel Macron, le gouvernement, a décidé de faire de nous ces sujets ? Alors, pourquoi je vous ai raconté toutes ces histoires ? C'est qu'on se rend compte que la justice n'est plus justice, et que les outils judiciaires deviennent aujourd'hui des éléments de détournement de la justice. Voilà. À quel moment
voilà, la justice est détournée à des fins fallacieuses. Et c'est cette question qu'il faut se poser. Et quand on utilise des choses à des fins fallacieuses, et qu'on sait que ce que l'on fait n'est pas réglo, bah forcément, on se retrouve avec des personnes dans la rue, avec des grèves en pagaille, quand on refuse le dialogue, quand on veut imposer son point de vue, quand on refuse l'écoute de son peuple, on en vient forcément à un conflit. Donc aujourd'hui, il est légitime de se poser la question de savoir pourquoi les 49.3 amènent à ces conflits et à des soulèvements populaires. Donc aux Antilles, on a les non-lieux qui remplacent les 49.3, et sur le territoire national, on a le 49.3 qui remplace la démocratie, bien évidemment. Alors, là, qu'est-ce que le 49.3 ? Alors, on sait que le 49.3 a été utilisé à maintes reprises durant la Ve République. Alors, si je ne me trompe pas, celui qui détient le record, je crois que c'est Rocard, Michel Rocard, dans les années 80. Michel Rocard, entre mai 88 et mai 91, l'a utilisé à 28 reprises. Voilà. Bérégovoy l'a utilisé aussi entre avril 92 et mars 93. Édouard Balladur également en a fait les frais entre 93 et 95. Et avant Manu, on a eu Jean-Pierre Raffarin qui l'a utilisé entre mai 2002 et mai 2005. Voilà, donc le 49.3, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution. Mais alors on a eu Manuel Valls aussi, je crois, qu'il l'a utilisé, qu'il l'avait brandi le 49.3, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais en tout cas, le 49.3 est bien un outil de la Constitution, d'accord ? C'est pas quelque chose d'illégal. Mais en fait, il y a une différence entre ce qui est inscrit dans la loi et ce qu'on en fait. Voilà, il y a la loi et l'esprit de la loi. Aujourd'hui, le 49.3 d'Elisabeth, j'arrive pas à dire son nom, je suis désolée, elle m'agace, donc Elisabeth Borne, j'ai envie de l'appeler Emmanuel Borne. Voilà, donc ce 49.3 d'Elisabeth Borne a suscité pas mal de tensions parce que justement en 2008 l'article 49.3 est modifié. En 2008 la Constitution, cet article de la Constitution est modifié, et la grande nouveauté de l'article 49.3, c'est que l'on peut l'utiliser, donc le gouvernement peut engager sa responsabilité, d'accord, sur le vote d'un projet de loi de finances ou sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale ou sur un autre projet. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on peut dire que Manu arrive à utiliser l'outil à peu près convenablement. Alors vous allez me dire, Karine, si Manu est dans les clous, pourquoi est-ce que cela suscite tant d'énervement ? Pourquoi cela suscite tant d'indignation au sein de la population ? Je vous explique. Et la personne qui nous éclaire là-dessus, c'est un député qui s'appelle Charles de Courson. Alors Charles de Courson, c'est un peu le héros sorti de nulle part. Vous savez, un peu comme dans les Marvel ou dans les histoires où on a un héros qui se révèle comme ça, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors, il n'est pas très connu du grand public, Charles de Courson, mais par contre, c'est un député qui est très respecté et qui, lui, il est député depuis 1993. Donc, c'est quelqu'un qui a de la bouteille et on peut se dire que c'est quelqu'un qui connaît très, très bien l'Assemblée nationale. Alors, Charles de Courson nous éclaire sur le fait d'avoir inséré la réforme des retraites dans ce projet de loi est quelque chose de fallacieux. Voilà. Parce que dans le projet de financement, lui, il trouve ça fallacieux. Moi, je ne suis pas une spécialiste, donc je peux pas. Moi, je reprends ses propos, voilà. Mais en tout cas, lui, il estime que c'est fallacieux. Mais ce qui est d'autant plus fallacieux, au-delà de l'avoir inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour lui, ce qui pose question, c'est la façon dont le gouvernement détourne l'utilisation du 49.3 pour imposer une loi pour laquelle il est minoritaire. Et c'est ça toute la problématique. Le gouvernement est minoritaire au sein de l'Assemblée nationale, et quand on est minoritaire, on n'est pas censé gagner sur toutes les lois.
Et c'est pour ça que l'article 49.3 est plutôt aujourd'hui utilisé comme un outil antidémocratique que comme un outil démocratique. Mais je voulais quand même garder un peu le focus sur Charles de Courson. Charles de Courson est quand même auteur d'un rapport qui s'appelle, intitulé « Les fraudes et les pratiques abusives » qu'il a écrit, c'est un rapport qu'il a écrit à un premier ministre de l'époque. Alors il faut savoir que Charles de Courson, c'est lui qui fait aussi éclater l'affaire Cahuzac. Donc c'est un homme intègre, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui respecte au millimètre près les textes de loi. En même temps, c'est son job en tant que député. D'accord ? Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le profil de Charles de Courson, c'est que c'est quelqu'un qui est pour la justice, puisqu'il est fils de résistant. Son grand-père, durant la guerre, refuse les pouvoirs de Pétain. Donc, pour cela, il est incarcéré et déporté. Il meurt en 1945 au camp de concentration de Neugenheim. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce député est centriste. D'accord ? Et qu'il fait partie du groupe Lyotte. D'accord ? Donc le groupe Lyotte, c'est le groupe qui représente, en tant que centriste, c'est le groupe qui représente aussi les Outre-mer à l'Assemblée nationale. D'accord ? Dans ce groupe Lyotte, on a un député guadeloupéen qui n'est autre qu'Olivier Servat. Olivier Servat qui stratégiquement, politiquement, a bien pris le virage au bon moment, il y a quelques années, au moment où il écrit cette commission parlementaire avec Mathilde Panot sur l'eau en Guadeloupe. Mais ça, c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être dans un autre épisode. Donc, Charles de Courson est aujourd'hui le héros sorti de nulle part qui va peut-être apporter une solution à ce déni de démocratie qui s'est joué sur la réforme des retraites. Et ce qui me fait peur, moi, aujourd'hui, avec ces 49.3 là, qui sont dégainés par le gouvernement, c'est qu'on en arrive à une situation purement autocratique. D'accord ? Donc, purement autocratique, et sachant qu'Emmanuel Macron a décidé, ça c'est sorti dans les médias il y a quelques jours, Emmanuel Macron a décidé de modifier encore la Constitution pour qu'il puisse réaliser un 3e mandat. Et ça, on a plutôt intérêt à s'inquiéter là-dessus. D'accord ? Donc ce que je voulais aussi soulever comme questionnement chez vous, parce que c'est des questions que je me pose aussi, c'est que d'un côté, on a les Outre-mer qui sont victimes de non-lieux et qui sont devenus quelque part des laboratoires d'injustice. Voilà, on teste en Outre-mer et puis on voit si ça colle sur le territoire national. Donc le problème, c'est qu'il y a une distance géographique aussi entre... la distance géographique fait que ça cloisonne le questionnement et les esprits au niveau national. On se dit les Outre-mer, c'est loin, on s'en fiche, c'est pas grave, d'accord ? On verra après. Puis ensuite, ça tombe sur le territoire national et on a un bis repetita sur le niveau national, entre autres, là, dans ce cas-là, sur des soulèvements populaires. Ce qui me pose aussi problème, c'est que hier, le 17 mars, il y a eu un soulèvement populaire sur la place de la Concorde. Et là, on va faire le parallèle sur l'affaire des grands frères. Sur la place de la Concorde, on a eu ce soulèvement populaire, il y avait des chars. On sait que le gouvernement a investi aussi dans des chars contre les manifestants, etc. Donc tout ça, ça pose question. Mais moi, si les grands frères, sur l'affaire des grands frères, on a pris des boucs émissaires et on a décidé qu'ils étaient responsables du soulèvement populaire de 2021 et de novembre 2021. La question se pose aujourd'hui qui, légitimement, le gouvernement et donc le garde des Sceaux devraient se poser la question de savoir qui a organisé ce soulèvement populaire. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, il semblerait que les personnes qui accusent les grands frères d'activités mafieuses se retrouvent aujourd'hui avec la même étiquette sur le dos. Qui a organisé le soulèvement populaire sur la place de la Concorde le 17 mars ? Et il est important de se poser cette question maintenant. Donc, que le peuple se soulève, c'est normal, parce qu'il faut quand même faire la différence entre la légalité des choses et la légitimité d'une action. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime pour le peuple. Voilà. Donc là,
ce qu'il faut aussi comprendre, au-delà de cette affaire des grands frères, si on refait le parallèle avec l'affaire Claude Jean-Pierre, on est aussi sur un aspect générationnel aussi. Les générations, pour une fois, toutes les générations œuvrent pour le même combat. Ici, sur le territoire national, sur les retraites, donc on a des lycéens qui aujourd'hui ont pris à bras-le-corps cette question de retraite. Et pourquoi les lycéens prennent à bras-le-corps cette question de retraite ? Parce que tous nos parents retraités sont dans la misère aujourd'hui. Donc tout le monde est conscient les gens finiront leur vie dans la misère. Et ça, c'est pas possible qu'une deuxième ou qu'une troisième génération puisse subir cet état de fait. Ensuite, sur l'affaire Claude Jean-Pierre, qui est un retraité, on a toute une jeunesse qui porte aussi ce combat. Donc on a comme un vase communicant sur ces affaires-là qui lie les générations. Alors que jusqu'à maintenant, on a toujours parlé de conflit de génération. Ce conflit de génération réunit tous les bords politiques, tous les syndicats et réunit aussi les générations. Et c'est en ça que le gouvernement devrait se méfier de ses actions et prendre la mesure de l'ampleur de ce qui est en train de se jouer actuellement. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit et je vous remercie pour l'écoute de ce premier épisode. Et pour conclure, on peut se dire que qu'en Outre-mer, les non-lieux se substituent au vote de loi. Hein. Après, on peut se dire que dans la logique du gouvernement, tout ça est à peu près normal, hein, compte tenu des 2 bras d'honneur auxquels nous avons eu droit de la part du garde des Sceaux, au sein même de l'Assemblée nationale. Donc c'est un gros fuck à la loi, en gros, un fuck le peuple. Moi, je l'ai senti comme ça. Et on peut se dire aussi que le 49.3 est maintenant devenu un outil de détournement des droits humains, du droit des peuples. Et on doit s'inquiéter, on doit s'indigner de ce qui se passe, parce que dans les temps qui arrivent, selon moi, si on ne fait pas barrage et obstruction maintenant, nous allons vivre des moments encore plus compliqués et beaucoup plus difficiles. Voilà. Mais au-delà de tout ça, du droit des peuples, du droit humain, du respect, au-delà des débordements, au-delà du déni de justice, au-delà du déni démocratique, ce que l'on doit se demander, c'est que toutes ces expériences, tous ces éléments, toutes ces injustices doivent nous mener à un nouveau système. Voilà, d'où le nom du podcast. Et donc, on peut légitimement se demander si cette 5e République n'est pas arrivée à son terme. Je crois que c'est... alors on aime ou on n'aime pas Mélenchon, mais Mélenchon avait proposé dans son programme la création d'une 6e République. Et pour moi, ce serait peut-être le moment de se demander comment cette nouvelle République devrait être mise en place, avec qui, et surtout pourquoi. Enfin, avec qui, on sait déjà, avec le peuple, pour le peuple et par le peuple. Merci pour votre écoute.